Jimmy Page, légende du rock, est une véritable icône de la guitare. Membre emblématique de Led Zeppelin, l'un des groupes les plus célèbres au monde, il a conquis le cœur des fans du monde entier, suscitant l'admiration et le profond respect de ses pairs. Pourtant, derrière cette influence inégalée sur le rock se cachaient des rumeurs persistantes concernant la vie de ce guitariste hors pair. Dans cette vidéo, découvrez les révélations récentes de Jimmy Page et comment elles ont pu confirmer certaines interrogations des fans. Jimmy a probablement fait la une de tous les magazines de guitare du monde et a été intronisé 2 fois au Rock and Roll Hall of Fame. Au Royaume-Uni, par exemple, il a été le guitariste le plus demandé pendant de nombreuses années. Malgré tous ses succès, Jimmy a toujours protégé sa vie privée et gardé ses secrets, ce qui a contribué à entretenir son mystère. Et comme tout le monde, Jimmy a eu des débuts modestes. Il est né James Patrick Page le 9 janvier 1944 à Heston, dans le Middlesex à Londres. Ses parents étaient James Patrick Page et Patricia Elizabeth Gaffin. En 1952, la famille de Jimmy déménagea à Feltham, puis à Miles Road à Epsom, dans le Surrey. À 8 ans, il entra à l'école primaire Epsom County Pound Lane et à 11 ans au collège Ewell County Secondary School à West Ewell. Son père travaillait dans une entreprise et sa mère était secrétaire médicale. À 12 ans, Jimmy commença à jouer de la guitare. Il en avait trouvé une dans la maison où il venait d'emménager et comme personne n'était revenu la réclamer, il put en jouer librement. Il a déclaré lui-même « Je ne sais pas si la guitare appartenait aux anciens occupants de la maison ou si elle avait été laissée par un ami de la famille. Personne n'a pu expliquer sa présence. » Plus tard, Jimmy a pris quelques cours à Kingston, mais a surtout appris seul. Il a expliqué « Je n'avais pas beaucoup de guitaristes autour de moi quand j'étais jeune. Il y en avait un seul à mon école qui m'a appris mes premiers accords et j'ai continué à apprendre par moi-même. Je m'ennuyais, alors j'ai appris en écoutant des disques. C'est devenu un cheminement très personnel. » Yeah. L'autre guitariste s'appelait Rod Wyatt et était un peu plus âgé que lui. Avec un autre musicien, Pete Calvert, il répétait chez Jimmy. Jimmy, en particulier, passait de longues heures à s'entraîner et ne se séparait jamais de sa guitare adorée au point de l'emmener même à l'école. Il était autorisé à la porter dans l'établissement, mais pas en classe. On la lui confisquait donc souvent pendant les cours pour la lui rendre après. Grâce à diverses influences, Jimmy s'intéressa au folk et au blues, influencé par Bert Jansch, John Renbourn, Elmore James et B.B. King. Jimmy se passionne pour la musique folk et le blues. En 1957, adolescent, il intègre un groupe de skiffle et participe à l'émission de jeunes talents All Your Own de Hugh Weldon. Ils se produisent sur BBC One, interprétant des titres comme Mama Don't Want to Skiffle Anymore et In Them Old Cotton Fields Back Home. Grâce au petit boulot d'été qu'il a effectué, Jimmy s'offre une guitare acoustique Hofner President avec laquelle il joue lors de l'émission. Interrogé sur ses projets d'avenir, Jimmy confia vouloir se consacrer à la recherche biologique afin de trouver un remède contre le cancer si celui-ci n'avait pas encore été découvert. De toute évidence, le jeune garçon avait un grand cœur. Il décida rapidement de quitter l'école à 14 ans pour se concentrer sur la musique. Il rejoignit alors un groupe appelé The Crusaders. Il partit en tournée avec eux pendant près de 2 ans et participa à l'enregistrement de certains disques de Neil Christian comme le single The Road to Love, sorti en novembre 1962. Atteint de mononucléose infectieuse, Jimmy dut interrompre les tournées. Après avoir contracté une mononucléose infectieuse lors d'une tournée avec Neil Christian, Jimmy a dû l'interrompre. Pendant sa convalescence, il a décidé de faire une pause musicale pour se consacrer à la peinture. Il a intégré le Sutton Art College dans le Surrey et raconte « Je voyageais sans cesse en bus. J'ai fait ça pendant 2 ans, après avoir quitté l'école au point de commencer à bien gagner ma vie, mais ma santé se dégradait. Je suis donc retourné aux Beaux-Arts et ce fut un changement radical. C'est pourquoi je dis que c'est possible.
Malgré toute ma passion pour la guitare, je savais que continuer ainsi me tuerait à petit feu. J'avais une mononucléose infectieuse tous les 2 mois, alors pendant les 8 mois suivants, j'ai vécu avec $10 par semaine pour reprendre des forces, mais je continuais à jouer. À l'université, il se produisait parfois au Marquis, avec des groupes comme Alexi Corners Blues Incorporated, Eric Clapton et Jeff Beck. Un soir, John Gibb des Silhouettes l'a remarqué et lui a proposé de l'aider à enregistrer quelques singles. Un soir, John Gibb lui proposa de participer à des enregistrements pour EMI, notamment The Worrying Kind. Après avoir joué avec différents groupes comme Carter Lewis and the Southerners, Mike Hurst and the Method et Mickey Finn and the Blue Men, Jimmy décida de se consacrer pleinement au travail de musicien de studio. Heureusement, Mike Leander de Decca Records lui offrit du travail régulier. Sa première session pour le label fut l'enregistrement de Diamonds de Jet Harris et Tony Meehan, qui atteignit la première place des charts début 1963. En tant que guitariste de studio, Jimmy était connu sous le nom de Lil Jim Lee, pour éviter toute confusion avec un autre célèbre guitariste de studio anglais, Big Jim Sullivan. On faisait souvent appel à lui en cas de besoin lorsque l'artiste enregistrant avait besoin d'un remplaçant ou d'un second guitariste. Jimmy a raconté qu'à ses débuts, on le laissait jouer ce qu'il voulait puisqu'il ne savait pas encore lire la musique. Très vite, Jimmy est devenu le guitariste de studio préféré du producteur Shel Talmy. Grâce à cela, il a pu jouer de la guitare sur des morceaux de groupes célèbres. Grâce à cela, il a eu l'opportunité de jouer sur des morceaux pour des groupes célèbres comme The Who et The Kinks. Sur le premier album des Kinks, il a joué de la guitare acoustique à 12 cordes sur 2 titres. Il a également joué de la guitare rythmique sur le premier single des Who, I Can't Explain, et de la guitare solo sur un autre morceau. En 1965, Jimmy a été engagé par Andrew Loog Oldham, le manager des Rolling Stones, comme producteur principal et directeur artistique pour le nouveau label Immediate Records. Cela lui a permis de jouer sur des morceaux d'artistes tels que John Mayall et Nico ou d'en produire. Cela lui permit de jouer ou de produire des chansons d'artistes tels que John Mayall, Nico Chris Farlow, Twice as Much et Clapton. Il produisit également le single Thank You Boy de Dana Gillespie cette année-là. À cette époque, Jimmy était en contact avec la chanteuse américaine Jackie DeShannon. Les 2 artistes collaborèrent brièvement à l'écriture de chansons. Jimmy travailla ensuite avec Big Jim Sullivan sur divers albums, notamment The Morini Wishful Album de John Williams, Sunshine Superman de Donovan Leitch et Release Me d'Engelbert Humperdinck. Par ailleurs, Jimmy a joué de la guitare sur des titres d'artistes tels que Johnny Hallyday, Al Stewart et Joe Cocker. À partir de 1970, il a été guitariste soliste sur 10 morceaux de Roy Harper pour un total de 81 minutes de musique. Il a également enregistré avec Keith Richards guitare et chant en 1974. Ils ont collaboré sur le titre Scarlett avec Rick Gretsch à la basse et Bruce Rowland à la batterie. Interrogé sur les morceaux auxquels il a participé, notamment ceux où son rôle est sujet à débat, Jimmy avoue souvent avoir du mal à s'en souvenir précisément. Il dit souvent qu'il a du mal à se souvenir précisément de ce qu'il faisait car il participait à de nombreuses sessions à cette époque. Lors d'une interview radio, il a mentionné qu'il était très occupé, enchaînant 3 sessions par jour, soit 15 par semaine. Il pouvait jouer avec un groupe travailler sur des musiques de films ou participer à une session folk. Il devait jongler avec tous ses rôles. Jimmy a finalement cessé de travailler en studio lorsque l'influence de Stax Records a favorisé l'intégration de cuivre et d'arrangements orchestraux dans la musique. Jimmy a finalement cessé de travailler en studio lorsque l'essor des cuivres et des arrangements orchestraux a relégué la guitare au second plan. Il a confié que son expérience de musicien de studio avait été pour lui comme une excellente école. Il participait quotidiennement à de nombreuses sessions sans savoir à l'avance ce qu'il allait jouer. Malgré quelques mauvaises sessions, il en a tiré de précieux enseignements. Il a décidé d'arrêter lorsqu'il a commencé à recevoir des demandes de musique d'ambiance, trouvant cela absurde.
Curieusement, une semaine après son départ, il a rejoint les Yardbirds. Au départ, être musicien de studio était agréable. Grâce aux règles strictes, il fallait jouer sans faute dès que le morceau commençait. En 1964, après le départ d'Eric Clapton, Jimmy fut invité à rejoindre les Yardbirds, mais il refusa par fidélité à son ami. Lorsque Clapton quitta officiellement le groupe en 1965, on proposa à Jimmy de le remplacer, mais il recommanda plutôt Jeff Beck. En 1966, Jimmy Beck et d'autres musiciens enregistrèrent Beck's Bolero, donnant naissance à l'idée d'un supergroupe. Ils avaient prévu d'intégrer John Entwistle et Keith Moon, mais rencontraient des difficultés pour trouver un chanteur et gérer les contrats. C'est à cette époque que Moon suggéra pour la première fois le nom Led Zeppelin, inspiré par une remarque d'Entwistle sur le succès potentiel du projet. Peu avant de rejoindre le groupe, Jimmy assista à un concert des Yardbirds à Oxford. Il proposa de remplacer Paul Samuel Smith qui partait et le groupe accepta. Au départ, Jimmy jouait de la basse puis passa à la guitare solo avec Beck. Malgré leur potentiel musical, des conflits surgirent en raison des tournées incessantes et d'un succès mitigé. Ils sortirent un single ensemble, mais rencontrèrent des difficultés. Lorsque Jimmy Beck et Clapton faisaient partie des Yardbirds, ils ne jouèrent jamais ensemble simultanément. Après le départ de Beck, les Yardbirds continuèrent en quatuor avec Jimmy à la guitare solo. Ils sortirent un album intitulé Little Games, qui ne rencontra pas le succès commercial escompté, mais leurs concerts devinrent plus intenses et expérimentaux. Ces performances jetèrent les bases du style de Led Zeppelin. Lorsque Ralph et McCartney quittèrent le groupe en 1968, Jimmy dut leur trouver des remplaçants car leur tournée scandinave n'était pas terminée. Il recruta alors le chanteur Robert Plant, le batteur John Bonham et John Paul Jones pour former les New Yardbirds, un nom inspiré d'une vieille blague. Finalement, ils devinrent Led Zeppelin grâce à une modification apportée par leur manager Peter Grant afin d'éviter toute erreur de prononciation. Dès le départ, Jimmy avait une vision claire pour Led Zeppelin. Il s'était inspiré de son expérience avec les Yardbirds. Il a puisé son inspiration dans son expérience avec les Yardbirds où il pouvait beaucoup improviser lors des concerts. Ces expériences l'ont aidé à créer un mélange unique de blues, de hard rock et de musique acoustique au refrain puissant, une combinaison inédite. Led Zeppelin est rapidement devenu l'un des groupes les plus vendeurs de tous les temps. Ils ont vendu entre 200 et 300 millions d'albums à travers le monde, dont 111,5 millions d'exemplaires certifiés aux États-Unis. Leurs 9 albums studio se sont tous classés dans le top 10 du Billboard et 6 ont atteint la première place. Le groupe était réputé pour avoir façonné le heavy metal et le hard rock grâce à l'influence de Jimmy en tant que producteur et musicien. Leur style unique puisait dans diverses influences. Led Zeppelin a établi des records lors de ses tournées, mais s'est également forgé une réputation d'excès. Malgré des difficultés personnelles à la fin des années, 1970, le groupe a continué à connaître un succès commercial et critique. Durant les années 1970 et jusqu'au début des années 1980, Jimmy a entretenu une relation avec le mannequin français Charlotte Martin. Ils ont eu une fille, Scarlett Page, en 1971. Scarlett Page est aujourd'hui photographe. Jimmy appelait affectueusement Charlotte « Madame » durant leur relation. À la même époque, Jimmy a entretenu une relation d'1 an avec une jeune fan nommée Laurie Maddox, également connue sous le nom de Laurie Matix. Leur histoire a débuté lorsqu'elle avait 14 ou 15 ans et Jimmy 28. Maddox se souvient de leur première rencontre comme d'une épreuve. Elle avait l'impression d'être emmenée de force dans une pièce avec Jimmy. Côté carrière, Led Zeppelin a continué à se porter bien. En 1980, la mort de Bonham chez Jimmy fut le coup de grâce. Bonham décéda le 25 septembre 1980 au domicile de Jimmy à Windsor, dans le Berkshire, après une journée d'excès d'alcool et de répétition.
Selon les conclusions du médecin légiste Bonham, avait consommé une quantité considérable d'alcool, l'équivalent de 40 verres de vodka ce jour-là. Son état d'ébriété était tel qu'il ne put se réveiller lorsque son corps commença à éliminer l'alcool. Jimmy était si profondément affecté par la mort de son ami qu'il lui était impossible dans un premier temps de jouer de la guitare. Il finit cependant par s'y remettre, se concentrant sur divers projets ponctuels ainsi que sur des compositions en solo et des bandes originales de films. Il s'engagea également dans des actions caritatives. Il fêta ses 40 ans en janvier 1984, un âge qu'il pensait ne jamais atteindre. Des sources proches de Jimmy évoquaient alors la possibilité d'un nouveau groupe et d'une tournée prochainement. Jimmy lui-même a évoqué l'influence du blues et des pionniers du rock sur sa musique et a entrevu le potentiel d'une musique nouvelle et captivante. Il s'est ensuite associé à Roy Harper pour l'album Whatever Happened to Juggala en 1984 et s'est produit dans des festivals folk sous différents pseudonymes comme The McGregors et sous son propre nom. La même année, il a collaboré avec Plant au sein des Honey Drippers pour leur album The Honey Drippers Volume 1 et a travaillé avec John Paul Jones sur la bande originale du film Scream for Help. Par la suite, Jimmy s'associe à Paul Rogers pour 2 albums sous le nom de The Firm. Leur premier album éponyme sorti en 1985 contient des tubes comme Radioactive et Satisfaction Guaranteed, se hisse à la 17e place du classement Billboard des albums pop et obtient un disque d'or aux États-Unis. Ils sortent Mean Business en 1986 avant de se séparer après une tournée. C'est durant cette tournée avec The Firm que Jimmy retrouve l'amour. Il rencontre Patricia Ecker, alors mannequin et serveuse. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant de la Nouvelle-Orléans. À la fin de la tournée américaine de The Firm, en 1986, Patricia partit pour Londres avec Jimmy. Quelques mois plus tard, en décembre 1986, ils se marièrent. Ils eurent un fils, James Patrick Page, né en avril 1988. Le couple se sépara en 1995 sans en révéler la raison. Par la suite, Jimmy épousa Jimena Gomez Paracha, rencontrée au Brésil lors de la tournée No Quarter. Jimena avait 23 ans à l'époque. Jimena avait 23 ans lorsqu'elle a rencontré Jimmy qui en avait 51. Leur grande différence d'âge a suscité de nombreuses discussions. Malgré cela, ils sont restés ensemble longtemps avant de finalement se séparer après 13 ans de mariage. De leur union sont nés Zofia Jade et Ashen Josan. Il est clair que Jimmy avait du mal à entretenir des relations à cette époque. Malgré cela, il a toujours gardé le moral et a continué à réussir dans sa carrière. Il s'est notamment lancé dans d'autres projets comme musicien de studio pour Graham Nash. Il a travaillé comme musicien de studio pour Graham Nash, Stephen Stills et les Rolling Stones. Il a brièvement retrouvé ses anciens camarades des Yardbirds pour l'album Strange Land de Box of Frogs en 1986. Jimmy a également sorti un album solo intitulé Outrider en 1988 avec la participation de Plant et John Miles sur le titre d'ouverture Wasting My Time. Durant ces années, il a aussi retrouvé ses anciens camarades de Led Zeppelin pour quelques concerts, notamment en 1985 lors du Live Aid. Il a joué au Live Aid avec Phil Collins et Tony Thompson à la batterie. Jimmy Plant Jones et Jason Bonham, le fils de John Bonham, ont joué au concert du 40e anniversaire d'Atlantic Records en 1988, clôturant ainsi cet événement de 12 heures. En 1990, lors d'un concert à Knebworth Plant, a été surpris de voir Jimmy le rejoindre sur scène. La même année, Jimmy est apparu avec Aerosmith au festival Monsters of Rock. Il a également improvisé avec d'anciens membres du groupe au mariage de Jason Bonham. En 1993, Jimmy s'associe à David Coverdale de Whitesnake pour l'album Coverdale Page et une courte tournée au Japon. Dès 1994, Jimmy et Plant se retrouvent pour un concert dans le cadre de l'émission MTV Unplugged.
Leur émission spéciale intitulée Unleaded est un véritable succès, enregistrant les meilleures audiences de l'histoire de MTV. Après une tournée réussie au milieu des années 1990 pour promouvoir l'album No Quarter, Jimmy et Plant sortent l'album Walking into Clarksdale en 1998. On y retrouve des titres primés aux Grammy Awards comme Most High et Please Read the Letter. Jimmy a travaillé à l'amélioration de la collection musicale de Led Zeppelin. Il a participé à des événements caritatifs, notamment celui organisé par l'association Action for Brazil's Children Trust, fondée par sa femme en 1998. La même année, il a joué de la guitare sur le titre Come With Me de Puff Daddy, qui reprenait Kashmir de Led Zeppelin et figurait sur la bande originale du film Godzilla. Ils ont même interprété ce morceau dans l'émission Saturday Night Live. Après un concert caritatif durant l'été auquel les Black Crowes l'ont rejoint, Jimmy a intégré le groupe. Jimmy a rejoint le groupe pour 6 concerts en octobre 1999. Ils ont interprété des morceaux de Led Zeppelin ainsi que de vieux titres blues et rock. Les 2 derniers concerts à Los Angeles ont été enregistrés et publiés en 2000 sous le titre Live at the Greek. Après la sortie de l'album, Jimmy et les Black Crowes ont continué à travailler ensemble et ont participé à une tournée avec The Who en 2000, mais Jimmy a quitté le groupe avant la fin de celle-ci. En 2001, Jimmy a joué avec Fred Durst et Wes Scantlin. En 2001, Jimmy a interprété Thank You avec Fred Durst et Wes Scantlin lors des MTV Europe Video Music Awards. Il a ensuite retrouvé Plant pour enregistrer un titre d'un album hommage et se produire au Festival de jazz de Montreux. 4 ans plus tard, il a été fait officier de l'Ordre de l'Empire britannique OBE pour son engagement caritatif au Brésil. Il est devenu citoyen d'honneur de Rio de Janeiro et a reçu un Grammy Lifetime Achievement Award. En novembre 2006, Led Zeppelin a fait son entrée au Panthéon de la musique britannique. L'événement a été retransmis à la télévision en présence de fans célèbres comme Roger Taylor Slash et bien d'autres. Dans une interview accordée à la BBC à l'occasion de son intronisation, Jimmy a évoqué la création de nouvelles chansons en 2007, confiant avoir une idée d'album sur laquelle il souhaitait travailler. Il a également laissé entendre que des projets concernant Led Zeppelin étaient à venir. En décembre 2007, les membres restants de Led Zeppelin, accompagnés de Jason Bonham, le fils de John Bonham, ont donné un concert caritatif à l'O2 Arena de Londres. Led Zeppelin a établi un record mondial de popularité en termes de vente de billets. Led Zeppelin a établi un record mondial de popularité avec 20 millions de demandes de billets pour son concert de réformation. Le 7 juin 2008, Jimmy et John Paul Jones ont rejoint les Foo Fighters au stade de Wembley pour clôturer le concert avec Rock and Roll et Ramble On. 2 semaines plus tard, Jimmy a reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Surrey à la cathédrale de Guildford. Lors des Jeux olympiques d'été de 2008, il s'est produit avec Leona Lewis lors de la cérémonie de clôture. En 2010, les Nations unies ont remis à Jimmy une distinction spéciale pour la paix. Le 3 juin 2011, il s'est produit avec Donovan au Royal Albert Hall de Londres. 10 jours plus tard, il a créé la surprise en jouant avec les Black Crowes au Shepherd's Bush Empire. La même année, il a également rejoint Roy Harper pour son concert d'anniversaire de ses 70 ans au Royal Festival Hall de Londres. En novembre, la femme politique britannique Louise Mensch a lancé une campagne pour faire de Jimmy un chevalier en reconnaissance de sa contribution à la musique. En décembre 2012, le président Obama a rendu hommage à Jimmy Plant et Jones au Kennedy Center. Cette distinction prestigieuse aux États-Unis récompensait des personnalités ayant marqué la culture américaine par les arts. En 2013, Jimmy et Led Zeppelin ont remporté le Grammy Award du meilleur album rock pour Celebration Day. L'année suivante, il a reçu un doctorat honoris causa du Berklee College of Music de Boston.
Cependant, un article du NME mentionnait que Plant était quelque peu déçu et perplexe face à Jimmy. Un article du NME évoquait un désaccord persistant au sein de Led Zeppelin. Jimmy avait exprimé sa frustration envers Plant, qui tardait à envisager une reformation du groupe. Plant lui avait alors suggéré de travailler ensemble en acoustique. Puis en septembre 2014, Jimmy, qui n'avait pas tourné en solo depuis 1988, annonça son intention de former un nouveau groupe et d'interpréter des morceaux de toute sa carrière. Il évoqua la possibilité de partir en tournée, précisant que la composition du groupe n'était pas encore définitive, mais qu'il comptait le faire prochainement. Comme si l'on pouvait croire que Jimmy n'avait pas trouvé l'amour, alors que l'on pensait que Jimmy ne trouverait plus jamais l'amour, il a rencontré Scarlett Sabbath. Ils ont commencé à se fréquenter en 2014 après avoir attendu un moment pour assister à une lecture de poésie de Scarlett dans une librairie londonienne. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Scarlett est bien plus jeune que Jimmy, elle n'a que 34 ans, tandis que lui en a 80. Ils sont ensemble depuis qu'elle a 25 ans et travaillent ensemble à Tower House, la résidence londonienne de Jimmy, depuis près de 9 ans. Elle le décrit comme un homme drôle et attaché à sa famille, très différent de l'image véhiculée par les médias. Dans une interview, Scarlett a évoqué leur vie paisible à deux. Jimmy a mauvaise réputation et on parle souvent de son image de Casanova. Il n'est pas seulement mon compagnon, c'est mon meilleur ami, celui qui me fait le plus rire. Malgré notre différence d'âge, cela n'a aucune incidence sur notre relation, a-t-elle ajouté. Nous n'organisons pas de grandes réceptions à la maison. Les enfants de Jimmy et mes frères et sœurs nous rendent visite. Nous apprécions ces moments passés ensemble. Je me sens en sécurité et inspiré dans cette maison. Il semblerait que Jimmy ait finalement réussi à faire fonctionner leur relation. Malgré l'incroyable carrière musicale de Jimmy et l'héritage qu'il s'est forgé, il a également été mêlé à des controverses au fil des ans. Le mouvement #MeToo a mis au jour sa relation trouble avec Laurie Maddox. Celle-ci a raconté que Jimmy était très attiré par elle et qu'il avait demandé à quelqu'un de l'emmener dans sa suite au Hyatt House de Los Angeles. Elle l'a décrit comme ayant l'allure d'un gangster, avec un chapeau sur les yeux et une canne, ce qu'elle trouvait impressionnant. Ils ont ensuite vécu une relation passionnée pendant les années qui ont suivi. Cependant, à l'époque, Maddox n'avait que 14 ans lorsqu'elle l'a rencontré et Jimmy en avait 28. Il a tenté de garder leur relation secrète, même si ce genre de situation pouvait lui causer des ennuis. Jimmy est parvenu à éviter tout problème juridique. Finalement, il a rompu avec Maddox et a commencé à fréquenter Baby Buell, qui était majeur. Mais ce n'était pas la seule controverse. Jimmy admirait beaucoup Aleister Crowley, ce qui a fait dire à certains qu'il vénérait le diable. Il possédait même des disques vinyles contenant des citations de Crowley. Il avait même fait graver sur un vinyle de Led Zeppelin III les paroles de Crowley « Fais ce que tu veux ». Bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible que Jimmy fût sataniste, il appréciait simplement l'idéal de liberté individuelle prôné par Crowley. En 1971, Jimmy acheta l'ancienne maison de Crowley au bord du Loch Ness en Écosse. Il confia plus tard qu'il s'y sentait hanté, mais pas forcément par Crowley. Une rumeur prétendait également que Led Zeppelin avait conclu un pacte avec le diable pour accéder à la célébrité. D'ailleurs, quelqu'un affirmait qu'écouter Stairway to Heaven à l'envers sonnait comme un message satanique. Jimmy n'a pas nié les rumeurs, mais il a déclaré « Je ne veux pas parler de mes croyances ni de magie. Je ne suis pas là pour influencer les autres avec mes convictions. » Plant était surpris par cette histoire de satanisme rétrograde et a dit « Qui pourrait bien imaginer une chose pareille? Il faut vraiment avoir beaucoup de temps libre pour croire que les gens iraient aussi loin. » On peut affirmer sans conteste que Jimmy a connu un succès mondial bien supérieur à la plupart des gens. Pourtant, cela ne semble pas l'arrêter. Cependant, cela ne semble pas l'empêcher d'avoir de nouvelles ambitions.
Jimmy a évoqué la possibilité de sortir d'autres titres de son album avec David Coverdale, Coverdale Page. Le 18 avril 2024, une publication sur ses pages Facebook et Instagram parlait de ce projet et laissait entendre la possibilité de sortir ultérieurement des morceaux supplémentaires comme Saccharin, dans une version étendue. On ignore pourquoi il a choisi de parler d'un album plus étoffé maintenant 1 an après son 30e anniversaire. Coverdale évoquait régulièrement son désir de sortir un coffret de l'album en 2018, mais il semble avoir abandonné le projet. Le parcours de Jimmy, de jeune guitariste passionné à icône légendaire du rock, a été jalonné de succès remarquables et d'épreuves personnelles. Tout au long de sa carrière, il a influencé d'innombrables musiciens et façonné le paysage du rock. Il n'a cessé de se réinventer tant musicalement que personnellement. Aujourd'hui, à 80 ans, il demeure une figure vénérée, toujours passionnée par la musique et la quête du bonheur.